oui, pas besoin de vaccin, pas besoin de ceci, vous allez dans la nature, même si vous avez le Covid, même si vous ne pouvez plus respirer, vous allez mieux, c'est bon. Non. Non, et quand j'en parlais avec des docteurs, on me dit, il faudrait expliquer le pourquoi, parce que c'est trop simple de dire, vous allez dans la nature, ça renforce vos défenses immunitaires. Moi, je suis journaliste à la base, je vous le disais. Ah bon, mais comment? Enfin, par quel miracle? Oui, il y a la magie, moi j'appelle magie verte, c'est tout ce qui se passe dans la nature, l'émerveillement qu'on peut ressentir dans la nature. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des effets concrets, des effets neurologiques et physiques. Et ça se passe comment? Premièrement, la réduction du stress. Le stress, c'est quoi? C'est une agression extérieure et donc une réaction automatique de notre corps. Quand vous avez du stress, vous avez augmentation des hormones du stress, adrénaline, cortisol. Jusque-là, très bien, ça nous permet de survivre si vous êtes attaqué. Sauf que si vous avez trop de cortisol, ça devient du poison dans votre corps. Et donc, quand vous avez du poison dans votre corps, qu'est-ce qui se passe? Parce que notre corps est quand même magique au sens propre du terme. Eh bien, il envoie les défenseurs. Les défenseurs, ce sont les défenses immunitaires. Pour lutter contre ce cortisol qui est devenu un poison. Mais ça veut dire que vous êtes sensible également aux dangers qui peuvent arriver, aux petits virus, à la petite grippe, à l'énervement, à la colère ou autre. Parce que les défenses immunitaires ne peuvent pas non plus se multiplier à l'infini. Donc ça veut dire que lorsque vous êtes stressé, vous avez moins de défenses immunitaires. Mais qu'est-ce que j'ai dit au début? Dès que vous commencez à rentrer dans la forêt, à partir de 5 minutes, votre taux de cortisol commence à décroître. Donc, c'est comme je trouve plus le terme. Vous videz un verre et vous remplissez l'autre. C'est-à-dire que si vous avez moins de cortisol, forcément, vous avez plus de défense immunitaire. Et là, vous comprenez comment ça se passe chimiquement dans notre corps. Et là, je trouve que c'est intéressant de comprendre qu'il y a vraiment une interaction physique. Voilà pourquoi c'est bon d'aller dans la nature. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, on a découvert que les arbres avaient des phytoncides, ou du moins diffusaient des phytoncides. Alors, c'est quoi les phytoncides? Je pense que vous avez déjà entendu parler sans savoir ce que c'était. Ce sont des molécules invisibles que les arbres donnent dans la nature, projettent dans la nature, pour éviter de se faire attaquer. Qu'est-ce qu'il y a les arbres? Tous les insectes, les animaux, je vais dire. Alors, plutôt pour les insectes, selon les arbres, vous avez certains insectes qui viennent leur manger je sais pas, l'intérieur, la sève ou encore les feuilles. Qu'est-ce qu'il fait? Il diffuse cette odeur. Ces odeurs, ce sont les odeurs que vous ressentez quand vous allez en forêt. Vous êtes d'accord avec moi que si vous êtes à côté d'une fougère géante, vous ne sentez pas la même chose que si vous êtes à côté d'un épicéa, ou si vous êtes à côté d'un pin, ou si vous êtes à côté d'un bagnon. C'est pas la même odeur. Des fois, il n'y en a pas, puis des fois, c'est très fort. Eh bien, ces phytoncides ont la faculté de rentrer automatiquement par notre nez, par la voie respiratoire et par les pores de la peau. Donc, ils ont un effet apaisant réel dans le corps. Réel. C'est-à-dire qu'ils remontent notamment le taux de sérotonine, c'est ce qu'on appelle les hormones du bonheur. Il y a un vrai, donc les phytoncides, pour être un petit peu plus concret, les phytoncides, quelque part, on pourrait dire que c'est les huiles essentielles des arbres. Alors on est dans une civilisation où on vit à l'intérieur, on va travailler sur soi à l'intérieur, on va imaginer des forêts, alors qu'on pourrait sortir en forêt, mais surtout on va acheter des machines électriques pour mettre des huiles essentielles qui viennent des arbres, pour ressentir l'odeur des arbres. Alors que souvent on a un jardin à 10 mètres. Voire mieux, on va enregistrer des oiseaux, ou alors des cascades ou de l'eau, pour pouvoir être zen à l'intérieur de chez soi, pour dire « Ah, ça fait du bien les oiseaux ». C'est-à-dire que c'est comme ça. Mais on ne pense pas forcément à se dire, et si je prenais, moi, si je choisissais consciemment de prendre un peu de temps pour aller dans la forêt, pour sortir, au lieu d'amener la nature à la maison, sortons. Sortons. Et c'est ça l'idée des phytoncides. C'est pour ça que
allez dans la nature, il y a vraiment ces bienfaits. Et tous ces bienfaits ont été clarifiés, sélectionnés, et on continue à travailler. On continue énormément à travailler. Maintenant, au Japon, je crois qu'il y a 80 forêts thérapeutiques. En France, on n'a pas le droit d'utiliser ce terme, mais au Japon, on peut. Thérapeutique, c'est où les gens passent, on sait par exemple que tout ce qui est épicéa, tout ce qui est sapin, c'est très bon pour les bronches et la respiration. Donc, les gens qui ont des problèmes de respiration, on les fait un parcours. Mais tout dépend aussi de l'intention que vous avez. C'est-à-dire que vous avez peut-être remarqué, des fois, que vous allez avec des personnes, vous êtes super zen, et puis vous voyez plein de choses. Je ne sais pas, un animal, vous entendez des bruits. Et la personne avec vous, qui est simplement là pour aller d'un endroit à un 3B, ah non mais je ne vois pas. Oh, regarde, il y a un papillon. Ah, où ça? Où ça? Mais je ne le vois pas. Hein. Là, vous ne pouvez pas les louper hein, ce soir. Oh, écoute ce bruit. Mais où ça, un bruit? Non, j'entends la voiture qui est à 10 km. Mais parce qu'ils n'entendent pas. Et c'est là où c'est important, c'est la notion d'intention. Quelle est l'intention que vous avez lorsque vous sortez en forêt? Et et pour tout vous dire, c'est aussi pour ça que j'aimerais le traduire en fait en chinois. Pourquoi? Parce que j'aimerais donner un cadeau quelque part à Taïwan, comme Taïwan m'a énormément apporté pendant ces 3 ans. Lors de mes trails, je suis sûr que vous avez déjà vu ça, je vois beaucoup de gens qui courent, qui font du sport, c'est très bien. Il faut faire du sport dans la nature. Ou alors qui crient très fort. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou alors qui se promènent avec un transistor. Je suis sûr que vous avez, peut-être que vous l'avez fait. Attention, c'est pas une question de jugement, hein. Du tout, je ne me permettrai pas. Sincèrement. Mais c'est autre chose. C'est-à-dire, quand vous avez un transistor qui vous donne les nouvelles avec le ministre, le Premier ministre qui vous parle de l'épidémie, vous ne pouvez pas être en relation avec la nature. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas entendre l'oiseau, vous ne pouvez pas gérer votre stress. Alors bien sûr que vous commencerez à avoir le taux de cortisol qui va décroître. Mais quand vous sortirez de cette forêt, bon, bah, c'était sympa. Mais ça ne vous a pas changé, transformé. Et ça, c'est pour ça qu'on va parler de pleine conscience. Et c'est ça l'idée. Et l'idée, c'est qu'on peut avoir, là je m'en suis rendu compte, vous pouvez faire le même trail, si vous avez l'habitude de faire un trail, l'idée c'est de transformer un trail en chemin de reconnexion. C'est-à-dire de commencer par gérer les tensions. Vous faites un chemin super tendu, alors oui, vous serez mieux après, mais vous aurez toujours les tensions au niveau des épaules. Ça ne changera pas. Sauf si vous les libérez. Généralement, on attend d'être plein jusque-là pour se dire il faut faire quelque chose. Alors ça, généralement, c'est en Europe. Je pensais en arrivant à Taïwan qu'il n'y avait pas de stress. Je me suis dit, bon, je vais rien avoir à faire parce qu'il n'y a aucun stress forcément, puisqu'on est là où il y a la Haute-Se, puisqu'on est avec tous les concepts asiatiques, forcément le stress n'existe pas. C'est un autre stress, mais le stress existe quand même. Mais forcément, c'est la vie aussi le stress, hein, il n'est pas négatif. Mais l'idée c'est d'apprendre à le faire et peut-être à utiliser, à entrer en harmonie dans la forêt, et puis en faisant certains exercices à certains moments, en ancrant ce que vous avez vécu, changer concrètement votre physique, votre mental et votre rapport à la société. Parce que si vous changez votre rapport avec vous-même, si vous êtes moins de stress, si vous prenez plus de recul sur les choses, forcément, votre rapport avec les autres changera. Forcément, votre rapport avec le travail changera également et forcément, vous serez mieux dans la société. Et on retrouvera cette notion d'équilibre tellement importante ici avec le Qigong, avec le Tai Chi ou autre. Donc c'est ça qui est important. Oui, il y a tout ça, mais ça dépend aussi de nous, de l'intention que l'on met dedans. Et il est vrai que souvent, on me dit, mais comment on peut faire? Ben pour moi, la forêt, je le disais, c'est un cabinet de réflexion. Et ça permet de travailler sur 4 points, 4 besoins essentiels. Vous savez, si le stress est tellement présent partout, c'est que souvent, on oublie nos vrais besoins. Pas les besoins de la société, mais nos besoins. Qu'est-ce qu'on a envie de faire vraiment, nous? Qu'est-ce qui est nécessaire à nous? Si je m'étais posé la question, je n'aurais pas fait ce burn-out. Quels sont mes besoins? Alors
Alors souvent on se dit c'est égoïste. Non, c'est pas égoïste. Parce qu'un travail qui commence par soi permet d'être mieux avec les autres. Tu sais, j'entends souvent des gens, des fois dans la communauté française, qui disent oui, mais qui râlent sur tout, bien. Et ils disent oui, mais j'étais venu là pour fuir mes problèmes. Mais non, hein. Vous pouvez faire le tour de la terre. Si vous partez avec vos problèmes, ils vous suivent. C'est embêtant. On aimerait bien déposer le sac. Mais vous avez la possibilité de déposer le sac. On a tous la possibilité de déposer ce sac et de s'alléger. Et la forêt permet de le faire. Faire c'est pas que ça, mais avec les bons exercices, avec les bonnes pratiques, et surtout dans le faire. Et je trouve qu'il y a 4 besoins qui ont émergé ces dernières années. Le premier, c'est le stress. Faire du stress un ami. J'en ai parlé. J'ai fait des fois déjà des conférences que sur le stress. Je n'ai pas le temps de développer. Parce que le stress n'est pas notre ennemi. Le stress est un ami. Je sais que ça peut faire sourire, ou du moins ça peut être dur à comprendre quand on est vraiment stressé. Mais le stress, je l'ai dit, ça nous évite de mourir. C'est une réaction automatique du corps. Il est automatique, mais pas systématique. Ce n'est pas le stress qui est un danger. C'est notre réaction au stress. Notre réaction au stress. C'est la même chose pour la peur. Hein. C'est pas la peur c'est bien, c'est indispensable. Mais comment on gère cette peur? Là est toute la différence. Et en forêt, on a la possibilité on l'a vu hein, déjà concrètement par les phytoncides, mais également en faisant des exercices de gestion du corps, on a la possibilité de gérer ce stress. 2, apprendre à se déconnecter du numérique. Alors là aussi, j'avais écrit un papier pour un hors-série en France, je l'ai intitulé « La sagesse asiatique au secours de la parentalité 2.0 ». Ceux qui me connaissent, bah oui, enfin, t'es pas parent. Oui, mais j'ai des nièces, je travaille avec des enfants, aussi par Internet, et je vois quand même que, maintenant, le numérique est partout. Et l'idée, c'est pas de dire, comme j'entends certains parents dire, non, non, mais il faut arrêter le numérique. Comment voulez-vous que la génération Z, celle qu'on appelle la zoomer, je crois que c'est ça, si vous lui dites, stop, arrête l'écran. C'est comme si nous, on nous disait à l'époque, arrête la télévision. Quand la télévision est apparue, c'était dramatique. Tous les journalistes disaient, mais on va devenir fou, on va plus pouvoir. On s'en est, ma foi, pas trop mal sorti, hein, je crois. Donc, l'idée, c'est pas de dire on arrête le numérique. Moi, le numérique me permet de vous avoir devant, parce que sans les réseaux sociaux, vous ne seriez pas là. Permet de faire vivre une formidable librairie comme ça, parce que en temps de Covid, s'il n'y avait pas eu les ventes par Internet, s'il n'y avait pas eu les réseaux, beaucoup de commerces auraient dû fermer. Me permet de donner des séances par vidéo, des conférences par vidéo, donc il ne faut pas tout jeter dans le numérique. Mais c'est toujours la même chose, la balance. Et quand vous êtes dans la forêt, ça vous permet, si vous connectez à vous-même, ça vous permet de prendre ce recul automatiquement. C'est-à-dire, la première des choses, je demande aux gens de mettre le téléphone sur, pas sur vibreur, mais sur mode avion, si vraiment ils veulent faire des photos, ou alors de le couper. Et généralement, ça peut déclencher des crises de panique, hein, des vraies crises de panique. Ça veut dire qu'on est tellement addict du numérique qu'on se dit, mais non, mais la Terre ne va pas tourner si pendant une journée, si pendant 2 heures, on ne peut pas me joindre. Vous imaginez comment on est devenu. 2 heures, c'est rien, et pourtant c'est beaucoup. Donc, c'est trouver l'équilibre. C'est par exemple, et j'avais fait aussi une conférence sur cette notion de gérer le numérique, c'est par exemple enlever, il y a quelque chose que j'aime dire toujours, c'est enlever les... comment on appelle ça, les notifications, voilà. C'est les petits bim, bim, bim. Parce que vous savez ce que ça fait, les notifications? Automatiquement, dans votre corps, ça active la zone qui correspond à la récompense. Vous avez une notification, même si vous n'avez pas envie, même si vous êtes concentré à quelque chose, inconsciemment, je vais regarder des fois que. Puis là, vous apprenez simplement qu'un ami vient de manger une tarte à la rhubarbe. Dommage. Mais c'est pas de votre faute, c'est pas de notre faute. C'est comme ça. Ça active cette zone de récompense. Donc,
l'idée, c'est aussi de se dire, je suis responsable de ma façon dont je gère le numérique. Et en forêt, comme j'aime à dire, on est déconnecté, mais sauf qu'on est reconnecté à nous. Et parfois, ça fait du bien. Troisièmement, retrouver l'optimisme. Je ne sais pas vous, mais je trouve quand même qu'on est quand même de plus en plus pessimiste. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des raisons, mais il y a toujours eu des raisons. Hein. Dans les années 40, montée du fascisme, etc., etc., c'est pour ça qu'il y avait l'idée, les Afghans en ce moment, ils ne sont pas à se dire « waouh !» Par contre, des fois, quand vous voyez des reportages de certaines femmes afghanes actuellement, qui sont en train de se dire « mais j'ai pas envie de rester aux talibans », qu'est-ce qu'elles font? Elles ont un optimisme à tout casser. Enfin, vous avez sans doute vu comme moi ces reportages. Donc l'optimisme, c'est pas fuir la réalité, c'est trouver en soi des parties optimistes, positives, qui nous permettent de dépasser une difficulté réelle. C'est ça, et le premier qu'on a parlé, c'était Émile Coué, et souvent il a été dévoyé. Hein. C'est ça, Émile Coué. La pensée positive, c'est pas je vois tout en rose. C'est comment je prends en compte et j'utilise par exemple des moments dans la nature où je vais ancrer des images ressources pour les utiliser quand ça va moins bien. Et puis enfin, autre besoin pour moi, c'est savoir vivre au présent. Ralentir. Ralentir. Alors je ne rentre pas dans une question politique, ralentir l'économie, le ceci, le cela. Ce n'est pas le but de mon livre, ni moi, de ce que j'amène dans le bien-être. Mais ralentir nous. C'est, j'ai des fois des gens qui me disent, mais moi je veux, la vie est tellement belle, la vie est tellement courte, on peut mourir demain. Oui, donc je veux vivre 2 fois. J'ai dit, non, mais alors là, vous vivez 2 fois, mais vous vivez 2 fois moins, parce que vous survolez les choses. Et souvent, on ne se souvient pas de quelque chose, parce qu'on va faire plein de choses en même temps. C'est vivre 2 fois plus vite, c'est vivre 2 fois moins présent, et avoir 2 fois plus de stress. Et tout à l'heure, juste avant de commencer, on parlait de Johnny, et juste avant de venir, j'ai entendu, je ne retrouve plus son nom, Eddie Mitchell, qui parlait de son nouvel album sur France Info, et je me dis, mais comment raccrocher ça, mais où il va? Et il disait, mais je lui en veux, parce que s'il n'est plus là aujourd'hui, c'est de sa faute. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est lui, hein, ils se connaissent depuis l'âge de 16 ans. Parce qu'il a brûlé, il aurait pu ralentir un peu. Et il serait encore là en train de chanter avec nous. Sauf qu'il a tellement brûlé la vie par tous les bouts, qu'il a voulu vivre 2 vies en une, et bien du coup, maintenant il n'est plus là. Donc c'est vrai que c'est un choix, qu'est-ce qu'on veut choisir? Et la pleine conscience, puisqu'on va en parler, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on choisit de travailler? Qu'est-ce qu'on choisit de travailler? Où on va mettre notre conscience, où on va mettre notre attention. Et souvent, j'ai des gens qui me disent j'ai envie mais je ne sais pas comment faire. Et c'est vrai. C'est beau tout ça, les théories. On en parlait avec certains d'entre vous. C'est de la théorie, mais comment je fais? Et bien c'est pour ça, c'est là où le corps prend toute son importance. C'est pour ça les 50 exercices. Et c'est pour ça qu'en faisant ce lien entre les deux, entre les bienfaits de la nature et les bienfaits des exercices, et personnellement j'utilise 4 techniques complémentaires. La sophrologie, qui a été inventée dans les années 60 par un neurologue, qui renforce le lien entre le corps et l'esprit, avec des exercices adaptés du yoga, du bouddhisme et du zen. On utilise la visualisation et la respiration. Et en étant ici à Taipei, pour moi je peux parler de respiration, vous savez, l'importance de la respiration. J'ai découvert, en travaillant avec mon maître de Tai Chi et de Qigong, que tout venait de la respiration. Que d'un seul coup, je pouvais faire pas seulement respiration ventrale ou respiration haute, mais je pouvais faire respirer l'ensemble de mon corps. Et ça me donnait une énergie, ce fameux Qi, incroyable. Et j'avais une force qui permettait de faire tomber les gens sans les toucher quasiment. Je me suis dit, ça n'existe pas il y a 3 ans. Hein. Je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, parce que forcément le mental il est fort. Hein, quand on... Mais c'est régulier, régulier, régulier. Donc, j'utilise la sophrologie, j'utilise le Qigong, pour renforcer son énergie vitale, le souffle, et rééquilibrer le corps. J'utilise également le coaching et la méditation. Alors la méditation, parce que ça apaise le mental, ça permet de prendre du recul sur ses pensées et revenir dans ce fameux moment présent. Et puis le coaching, pourquoi?
Parce que quand vous avez libéré les tensions, quand le stress est géré, j'allais dire, par les exercices, par vous, par l'intention, mais également par les bienfaits de la forêt, ben là, vous pouvez vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Les changements, le travail, l'amour, toutes ces questions, des fois, qui nous polluent lorsqu'on rentre à la maison. Sauf que quand vous êtes rempli de stress, parce que la journée a été dure, si vous ne prenez pas un moment de recul, vous ne trouvez pas les réponses. Et pourtant, je reste persuadé qu'on a tout en nous pour pouvoir trouver les bonnes réponses. Simplement, il faut savoir où les chercher. Et si on n'est pas en conscience de ce que l'on fait, ben on ne sait pas où les chercher. On ne sait pas. Et c'est tout ça que j'ai voulu mettre dans ce livre. Et j'aime bien ça. Un corps détendu suscite la paix de l'esprit, et un esprit en paix est source de détente du corps. J'ai cherché pour la trouver. Là, nous sommes dans un cercle vertueux. On parle toujours des cercles vicieux. Hein. Le stress engendre le stress. Mais c'est pas mal de parler, on parlait d'optimisme, c'est pas mal de parler des cercles vertueux aussi. Et ça, c'est une des bases de la sophrologie. C'est l'importance de l'optimisme. Mais mieux que l'optimisme, l'action positive. Merci. L'action positive, c'est toute action positive sur notre tête a une action positive sur notre cerveau. Et toute action positive sur notre cerveau a une action positive sur notre corps. Et vous pouvez voir que malheureusement, ça marche dans l'autre sens. Hein. C'est-à-dire que toute pensée ruminatoire, on va dire, a souvent des conséquences sur votre estomac, les boulons d'estomac, les autres. Ça vient d'où? C'est bien votre cerveau qui donne l'information au corps. Mais l'inverse est aussi vrai. Vous avez une douleur parce que vous avez un blocage énergétique. Bon, même ceux qui ne sont pas hypochondriaques, au bout d'un moment, commencent à se dire bon, ça fait 3 jours quand même, j'espère que c'est pas grave. Et là, c'est parti. C'est parti là-haut. Donc, il y a bien ce lien. Et maintenant, on le sait, ce lien entre le corps et l'esprit. Et c'est pour ça que l'idée, c'est de travailler concrètement dans la nature. Et j'aime beaucoup cette phrase de Maître Dongen, qui est un maître bouddhiste zen, japonais. Si tu ne trouves pas le calme ici et maintenant, tu le trouveras où? Et tu le trouveras quand? Parce que souvent, ce qu'on dit, c'est bien ce qu'il dit. Je verrai demain. Là, j'ai autre chose à faire. Ben oui, mais le demain n'arrive jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre conscience de soi. C'est pas demain, c'est pas après-demain. Sinon, vous ne le faites pas. Et je suis sûr d'ailleurs que ça vous est arrivé. Hein. Vous dites, bon, là, il faut que je prenne soin de moi. Hein. Bon, je vais le faire demain parce que là, j'ai du travail. Et je le remets à demain. C'est ça la procrastination. Et c'est ça l'idée. C'est de ne pas remettre à demain parce que il y a une chose importante à comprendre. Ça, c'est les états internes.